Voilà. Bonjour, Isabelle Seguela. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec nous. Peut-être pour remettre en contexte notre entretien, ma collègue Aude Pivin et moi avons fait la formation de médiateur à l'IFOMEN et nous sommes en train de rédiger un mémoire sur la médiation familiale interculturelle. Voilà, Très et bien. c'est donc dans ce contexte que nous sommes adressés à vous pour avoir votre point de vue. Alors, peut-être juste une précision, vous êtes adressée à moi comme présidente de l'association REGC, donc ça se voit sous la vidéo, qui est une Tout à fait. association, réseau européen de gestion des conflits, qui fait de la formation à la médiation interculturelle en lien avec une association allemande partenaire, le PLIP, le Praktisches Lernen und interkulturelle Begegnungen, Mhm. e.V. Et donc on fait de la formation à médiation interculturelle. C'est pas spécifique à la famille, Oui, mais ça peut être appliqué évidemment dans la matière familiale. tout à fait. Voilà, c'est moi qui Euh, vous ai répondu puisque je suis présidente de cette association-là et j'ai effectivement accepté qu'on échange sur la médiation familiale interculturelle. je vous remercie à nouveau. Et donc, peut-être la première question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a amené à l'interculturel? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? L'amour, comme souvent, j'ai l'impression, mon mari allemand. D'accord, Mais enfin, d'accord. ceci dit, non, c'est pas tout à fait exact. Enfin, oui, c'est exact, il est allemand, mais Oui, c'est qu'une partie de la réponse, puisque avant ça, j'avais déjà habité dans 4 pays différents. Donc, l'interculturalité faisait déjà partie de mes centres d'intérêt avant d'avoir rencontré mon mari. Voilà, c'est pas de famille, puisque moi, les liens de ma famille avec l'interculturel, ben, c'était la guerre, hein, c'était la mm, Seconde Guerre mondiale, c'était plutôt ça mhm, dont j'avais entendu parler à la maison. Euh, mais bon, moi, dans mon cursus, donc, j'ai habité un an en Angleterre avant d'aller à la fac. J'ai fait un master 1 en partie à Bergen en Norvège. J'ai fait un master 2 à Lille, j'étais ici, mais en lien avec Strasbourg. Et après, j'ai fait un LLM à Berlin, donc en Allemagne. d'accord. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, Angleterre, France, Allemagne, Norvège. Ouais, c'est bon, c'est ça. Oui, donc vous aviez quand même déjà cette ouverture interculturelle. Ouais. D'accord. Et est-ce que je peux vous demander si vous pensez que c'est indispensable pour pouvoir faire de la médiation interculturelle? Est-ce que pour vous, c'est une condition? Il faut avoir cette ouverture. Il faut avoir cet intérêt et il faut avoir cette ouverture de se dire que la manière de voir les choses que l'on a n'est pas forcément celle de tout le monde. Après, a priori, quand on est médiateur, on a forcément cette ouverture-là. C'est un peu un postulat de base des médiateurs. Tout Mais à c'est fait. vrai qu'en matière interculturelle, je pense que c'est bien de l'avoir vécu aussi. Et c'est vrai, quand on va juste un exemple, on va vivre en Allemagne et qu'on a à la cantine de midi un plat de Kaiserschmarrn, donc c'est une sorte de crêpe qui est coupée en plein de petits bouts et que c'est le plat du midi, ben, ça choque au début. Alors, ça, c'est peu important, mais d'autres éléments peut-être qu'on comprend mieux quand on les a vécus, c'est par exemple la place des femmes dans la société allemande. Mhm. On sait que ben, régulièrement, fréquemment, une femme qui a un enfant s'arrête de travailler quasiment à peu près au moment où elle dit qu'elle est enceinte, Mhm. même quand elle est dans un métier où il n'y a pas forcément de risque sanitaire particulier, et qu'elle va s'arrêter de travailler souvent un an après la naissance, et qu'après, elle va recommencer à travailler, mais à mi-temps, Ah, pendant au moins les 3 premières années de l'enfant, parce il y a très peu de place en crèche. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un marqueur de société pour moi en Allemagne. Et le reproche principal qu'on puisse adresser à une femme allemande, c'est d'être une Rabenmutter, donc ça va être la mère corbeau. mhm. C'est la mère qui délaisse son enfant. Et combien de fois j'ai entendu cette question, mais à quoi ça sert de faire des enfants si on les abandonne ensuite? Oui, Sous-entendu, si on reprend le travail rapidement. Et rapidement, en Allemagne, même un an, c'est rapide. Donc c'est vrai que le fait de connaître ça, par exemple, par sa famille, sa belle famille, ses amis, ses collègues, ben, ça permet vraiment de regarder ça avec une bienveillance et une ouverture, peut-être plus que si on sait qu'il y a des différences culturelles mhm. et qu'on ne les vit pas de manière proche.
Oui. Donc, je ne pense pas que ce soit absolument obligatoire, mais je pense que ça aide bien. Oui, donc effectivement, tout ce que vous venez de me dire sur le rôle des mères en Allemagne, c'est particulièrement frappant justement quand on fait de la médiation familiale. Oui, oui, et c'est vraiment très important aussi parce que une femme qui va avoir un enfant en bas âge et qui va pas forcément laisser de la place au père comme nous, on pourrait le penser en matière française, ça n'a va peut-être pas du tout à voir avec le père et ses compétences parentales. C'est juste que elle ne peut pas accepter l'idée qu'elle ne s'occupe pas de son enfant à temps plein 24 heures sur et 24, ça oui. n'a rien à voir avec le parent. C'est pas une Mhm. défiance, c'est vraiment moi, je ne peux pas prendre la décision de ne pas m'occuper de mon enfant. Et à la limite, il y a certains cas où on voit que les femmes préfèrent, dans ce cas-là, aller devant le juge parce que c'est OK qu'une autre personne dise votre enfant va, je sais pas, la moitié du temps, si on est près de la frontière ou peu importe, chez son papa ou même à titre principal chez le papa. Si c'est une autre personne, elles peuvent vivre avec. Mais elle pourrait pas dire je n'assume pas ce rôle-là. Et Mhm. pas parce qu'elle pense que le papa n'est pas capable, mais vraiment parce qu'elles ne peuvent pas se regarder dans la glace en disant mais j'abandonne mon enfant. Oui, oui, oui. Donc ça, Alors que c'est vrai. vraiment en France, bon, bah, à deux Oui, mois et demi, on reprend le travail. oui, oui, absolument. Et en France, la coparentalité est la norme, hein, en tout cas juridique. Juridique, nous sommes d'accord. Il y a plus de place au papa, on va dire. Bon, coparentalité à égalité, on n'y est pas encore. Mais, Loin de là. Est-ce que pour vous, il y a une différence dans les méthodes de médiation entre la médiation, disons, franco-française et la médiation interculturelle? je pensais que vous alliez me demander les médiations allemandes. Euh, Pourquoi pas alors, les médiations allemandes? Oui, oui. alors Ah, peut-être déjà entre les médiations françaises et les médiations allemandes, et puis après nationales et interculturelles. oui. Moi, oui, entre la France et l'Allemagne, je trouve qu'en France, on se prend très au sérieux. Euh, on veut pouvoir échanger de manière raisonnable et rationnelle sur des arguments, voilà. Alors qu'en Allemagne, ils sont plus pragmatiques, mais aussi plus décomplexés. Et ils vont pas avoir de problème à utiliser des méthodes d'impact, à utiliser des Gefühlsmonster, à utiliser, je ne sais pas si ça vous parle, Gefühlsmonster. Non, je ne parle pas allemand, malheureusement, bien qu'étant interprète. C'est des monstres d'émotions. Alors, je vais juste voir si j'arrive à les montrer. Je ne les ai pas préparés d'habitude. Quand je fais des zooms là-dessus, je prépare, mais je vais chercher en même temps. J'adore ces Gefühlsmonster. Outil. OK. Alors, je vais vous Est-ce que ce sont ces cartes qui illustrent des émotions? Oui. Oui, d'accord. Mhm. Alors, attendez, écran partagé. Je vous le montre là. OK. Alors, normalement, vous voyez. Donc, je vais juste rapprocher pour que ce ne soit pas trop. OK. Est-ce que vous voyez toujours mon dossier avec mes Là, cartes je de vois tous crédit? vos dossiers, en fait. Je vois votre Ouais, bureau, je pense. Gefühlsmonster. Non, vous voyez un dossier, mon dossier outils médiation. OK. Là, Oui, vous voyez oui, mes oui. cartes d'émotion? Euh, Pas vraiment, Ah non. non, partage écran est en Non. pause. Alors, pourquoi c'est en pause? Je pense qu'il Ah faudrait oui. peut-être que vous l'ouvriez, votre dossier, en fait. Je l'ai ouvert, mais alors Ah, attendez, je vais arrêter mon partage d'écran, je vais remettre là. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que c'est parce que je suis sur deux écrans différents? Peut-être. Alors, je vais reprendre là. OK. Bon, je vais juste partager sur les Gefühlsmonster, pas sur tout le reste. Là, normalement, vous les voyez, mes petits Gefühlsmonster. absolument. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est des petits monstres d'émotions. Mhm. Et ça permet d'aller vraiment interroger ces émotions, comment est-ce qu'on le sent, pour pouvoir accéder plus facilement aux besoins qu'il y a derrière. Et aussi pour introduire cet objet tiers qui permet de parler d'autre chose et de sortir du rapport duel Mhm. entre deux personnes en médiation. Et ça, donc ça, je l'ai appris dans les médiations, en fait, dans la formation, par de l'association que je préside aujourd'hui, en train de réfléchir à ce que j'avais vu avant dans ma formation initiale allemande, mais non. Et il y a plein d'autres outils comme ça que les Allemands utilisent sans complexe. D'accord. Et ça, moi, j'ai proposé plusieurs fois de les utiliser dans des comédiations en France. Et les comédiateurs, généralement, ils disent, mais Alice,
En face de nous, on a un maire, en face de nous, on a un dirigeant de société. C'est des gens sérieux. Tu es bien mignonne avec tes Gefühlsmonster, mais c'est pas vraiment adapté. Et ça, en Allemagne, il n'y a pas de problème. J'ai eu, comme avocate, un client que j'ai conseillé sur une question qui n'avait rien à voir avec la médiation. Enfin, si on fait une sorte de médiation familiale avec ses parents pour préparer la succession. D'accord. Mais il vient me voir comme avocate pour avoir des conseils juridiques sur comment ça se passe une succession en commun. Bref. Et lui, chef d'entreprise en Allemagne, et je lui ai montré comment je travaillais avec les Gefühlsmonster, et j'ai sorti ma pochette et il me dit « Ah, les Gefühlsmonster !» Et les chefs d'entreprise d'une société qui a 26 filiales internationales. Oui. Mhm. Et pour lui, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un outil qui fait partie des choses usuelles. Mhm. Mais ça, en France, bon, on est un peu... Oui, sur la réserve. on a un peu de mal à sortir des sentiers battus. Et ouais, je trouve qu'on a un cadre où on a vraiment du mal à sortir, à casser sur certains points. Ça Mhm. différence entre médiation française et médiation allemande. Médiation D'accord. allemande, ils sont aussi plus pragmatiques. Ils vont plus être contents s'ils ont une solution à la fin, même s'ils n'ont pas forcément eu ce point de bascule et cette recréation du lien de confiance, de relation. Ils ont leur solution, voilà, ça leur convient bien. En France, on va pouvoir dire, on est content, ils se sont reparlés. Oui. Il n'y a pas de solution concrète. Mais on a eu ce temps de discussion, ce temps éventuellement de point de bascule, pas de solution, mais la relation. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un peu une différence entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne, ils sont plutôt pragmatiques et voilà, on veut une solution, on veut quelque chose. En France, on est un peu plus dans la palabre et dans la relation et voilà, on a pu discuter, on est content. Mhm. Et différence entre médiation interne et médiation interculturelle. Je pense que médiation interculturelle, il faut vraiment utiliser des outils qui ouvrent cet esprit sur l'altérité et Oui. sur je vois les choses d'une manière, mais il y a plein d'autres manières de voir les choses. Mhm. Ce que moi j'utilise souvent, c'est la carte et le territoire. Je pense que tous les médiateurs connaissent. Dire, bon, ben voilà, moi j'ai ma perception des choses. Je peux dessiner ma carte avec les villes qu'on peut connaître, mais je pourrais également dessiner une carte avec les fleuves, avec les zones Wi-Fi, avec, j'en sais rien, ou la même carte, mais d'il y a 200 ans, ou la même carte, mais qui va être centrée sur l'Afrique. Toutes les cartes seront correctes et pourtant elles sont toutes différentes. Mhm. Ou voir, j'aime bien faire dessiner, je ne sais pas si vous connaissez les dessins de la souris et du grand-père, Oui. quelque chose. Oui. Ça marche encore mieux quand il y a plus de parties, mais même deux parties, ça fonctionne. Une partie qui dessine le premier dessin, qui est la souris, l'autre qui dessine le premier dessin, qui est le grand-père, et les deux dessinent en second lieu le dessin commun, qui ressemble un peu à une souris et un grand-père. Et après, ils retournent et ils montrent la deuxième carte. Et enfin, leur deuxième dessin. Et le Dessin. deuxième Oui. dessin est vraiment différent, alors que tous les deux ont dessiné la même chose en deuxième carte. Et pourquoi? Parce qu'elles ont été imprégnées par la première chose qu'ils ont vue. Et ça, c'est vraiment pour moi utile de montrer, mais regardez, il y a une empreinte qu'on ne peut pas effacer. C'est ni bien ni mal, mais c'est une empreinte, ça laisse une trace. Et voilà, il faut juste en avoir conscience. Et comment on a été élevé, comment on a grandi. Et la culture, c'est pas juste culture géographique et nationale. Ça peut être une femme, un homme, ça peut être une femme des années 50, une femme des années 80. Ça peut être culture ouvrière et culture cadre. Mhm. Il peut y avoir culture vraiment à tous les niveaux. Mais Oui. quand on sent qu'il y a l'interculturalité qui joue un rôle important dans une médiation, utiliser vraiment ces outils pour faire prendre conscience aux personnes de leur culture, du fait que ça joue un rôle et que d'autres personnes peuvent voir les choses d'une autre manière sans que ce soit vrai ou faux. Et D'accord. quand c'est médiation familiale, interculturelle, quand même avoir un peu une connaissance des différences culturelles, pour moi, c'est très utile. Oui. Pouvoir expliquer à mon client, bah oui, votre femme dort encore avec son fils, enfin votre fils commun de 3 ans, c'est pas parce qu'elle est pathologiquement dans la fusion. C'est peut-être, mais peut-être qu'il y a d'autres explications. Et de pouvoir dire, mais moi, je connais personnellement d'autres parents qui dorment avec leurs enfants de 3 ans dans la même chambre et qui n'ont même pas de chambre pour l'enfant. Et ce sont des gens, par ailleurs, très bien. Et c'est une vraie différence culturelle entre la France et l'Allemagne à ce Mhm. niveau. Mhm. Ou inversement, sur la France, comment nous, on agit pour éduquer nos enfants. Moi, je sais que j'ai eu vraiment des personnes qui m'ont dit, mais comment tu mets ta fille ou quoi? Mais c'est quoi cette éducation du XXe siècle? Et vraiment, ils étaient choqués. Alors que enfin, je m'étais au coin en disant, voilà, maintenant, on se calme, ce que tu n'as fait n'est pas OK. Calme-toi pour le moment, et puis tu viendras me voir après, je te réexpliquerai pourquoi c'est pas OK. Enfin, c'était vraiment absolument pas traumatisant, je pense.
Mais pour eux, juste le concept de mettre un enfant au coin, Oui. c'est attardé, quoi. Mais donc, je comprends bien que dans une médiation interculturelle, il faut quand même que le médiateur connaisse l'autre culture, en tout cas, en apprenne quelque chose avant d'entamer la médiation. Je pense que c'est pas absolument obligatoire, mais que ça aide. Ça aide Mhm, vraiment. mhm, oui. Euh, et est-ce que ce qui aiderait aussi pourrait être la comédiation dans ce cas-là, si ce sont des Il y a un grand cultures? débat là-dessus, sur est-ce que ça peut être utile d'avoir un médiateur de la culture de chacune des parties. Oui. Euh, Moi, je pense que oui. Moi, je pense que Mhm, oui. Il y a un peu un débat en disant, mais il ne faut pas que chacun ait son médiateur. Mais moi, dans le fond, ça ne me dérange pas que chacun ait effectivement un peu plus de lien avec un médiateur ou se sente mieux compris par un des médiateurs. Si au oui. final, les deux parties se sont senties comprises, en particulier par le parti vraiment au conflit initial, c'est par l'intermédiaire de l'un ou l'autre médiateur, pour moi, c'est utile. Ouais. Oui, oui, oui. Et est-ce que dans votre expérience, il y a un conflit récurrent dans les conflits interculturels? Est-ce qu'il y a quelque chose de… Mais ça, vraiment, sur la place de parents auprès des enfants. Alors moi, je fais plutôt du franco-allemand Oui, parce que à Strasbourg, il y a beaucoup de franco-allemands et parce que j'ai moi-même une famille franco-allemande maintenant. Donc, c'est vrai que c'est pas mal ça que je fais. oui. Et très clairement sur la place des parents et ce à quoi s'ajoute en plus la crainte du système judiciaire de l'autre pays. Mhm, Ou alors particulièrement des parents français qui se disent mais le juge allemand va m'enlever mon enfant et j'aurai plus aucun droit là-bas avec la complicité du Jugendamt, je pourrais plus rien faire. C'est vraiment une grande crainte qui s'ajoute et qui peut créer un peu un fossé entre les parents vraiment. mhm. Mais Oui. donc oui, dans les médiations familiales franco-allemandes, il y a beaucoup cette question de la place du parent et cette impression que l'autre parent veut exclure, donc concrètement, cette impression du père que la mère veut l'exclure de la vie de l'enfant et veut Mhm, vivre dans la fusion complète en excluant le papa. Euh, et, mais qui pour moi tient beaucoup au fait que une femme allemande a comme premier rôle social, quand elle devient mère, l'éducation de son enfant à plein temps mhm. et dans la fusion, et voilà, qui n'a pas à voir avec le papa, qui a à Oui. voir avec elle-même beaucoup. Mhm. Et avec l'image que la société lui renvoie et les exigences de la Parce qu'elle société pense à sa allemande. propre croyance de ce qui doit être son rôle. Mhm, Après, c'est aussi possible, par exemple, en lui montrant comment ça peut être possible de faire autrement, qu'elle sort de cette croyance limitante de je suis maman, donc je suis obligée de faire ça comme ça. mhm, Il y a peut-être d'autres solutions. mhm. Et donc, si je comprends bien, ces médiations familiales franco-allemandes que vous réalisez, euh, vous les réalisez entre des parents qui sont encore mariés, qui ne sont pas divorcés, donc qui rencontrent peut-être des difficultés dans l'éducation de leurs enfants, mais c'est avant que ne se produisent des séparations ou des… Ça Ou est-ce dépend. que ça… Alors, moi, je fais beaucoup de situations dans lesquelles je fais des consultations où je suis. Les personnes viennent me voir comme avocate en me disant mais quels sont mes droits et comment je peux faire. Et maintenant, je fais vraiment plus que du conseil pour des personnes qui souhaitent la paix et pas qui veulent pouvoir avoir les armes juridiques pour taper sur la tête de l'autre. Ça, c'est voilà, je ne fais pas. D'accord, d'accord. Euh, voilà. Bonne résolution du confinement, c'est pas en accord avec mes valeurs, donc je ne fais pas, je ne fais plus. J'ai fait que des gens qui cherchent la paix et qui veulent savoir comment faire Mhm, pour que ce soit faisable. Et donc, il y a aussi dans mes consultations tout un aspect un peu déjà médiationnel, je ne sais pas si on peut dire, mais d'intégrer cette altérité, ces différences culturelles. Mais il y a des personnes qui viennent me voir qui ne sont pas encore officiellement séparées. mhm. Mais en général, c'est quand ils ont déjà des conflits à propos de Oui, leurs enfants. oui. Et alors, dans le franco-allemand, ou l'interculturel, quand on est sur deux pays en Europe, ce qui s'ajoute, c'est la Convention de la Haye, c'est l'enlèvement international d'enfants. C'est qu'une fois que C'est le ça. couple se sépare, qu'un des parents est mal dans le couple, souvent il a tendance à vouloir retourner là où il se sent mieux, donc c'est dans son pays d'origine. Mhm, Et sauf que s'il part avec l'enfant, c'est un enlèvement international d'enfant, mhm. ce qui est un délit qui peut emmener en prison. Et ce Tout à qui ne fait. permet pas de garder l'enfant, on peut saisir le juge très rapidement et le juge doit ordonner le retour de l'enfant.
sauf exception assez rare, donc c'est l'accord tacite ou express de l'autre parent, ou des risques pour le danger, une Des crainte risques. vraiment que l'enfant soit en danger chez le parent qui demande le retour. Mais c'est Oui. des exceptions limitées. Normalement, un parent est parti en violation du droit de garde de l'autre, Mhm. c'est retour immédiat. Oui. Et une fois que le parent a enlevé son enfant, il a très peur de rendre. Alors, je suis désolée, c'est vraiment pas du joli vocabulaire pour parler d'un enfant, mais il a très peur de ramener l'enfant auprès de l'autre parent parce qu'il a peur que l'autre parent ne lui reconfie plus jamais l'enfant. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et Et donc, en fait, c'est même pas tant qu'il a peur que l'autre parent l'enlève de nouveau, c'est qu'il a peur que l'autre parent n'ait plus confiance en lui, et parce que lui-même a rompu la confiance en partant. Mais Mhm. sauf que le besoin de retourner aux sources, quand on est très mal dans une séparation, on peut complètement le comprendre. Oui, bien sûr. Mais avec cette convention de là et là, qui est une très bonne intention, la conséquence, c'est difficile de revenir en arrière. Mhm. Et donc, ça peut rompre le lien de l'enfant avec l'autre parent, évidemment. Bah, surtout que s'il y a une plainte pénale qui est déposée, c'est effectivement un délit. Mhm. Et en soi, on peut craindre d'aller en prison. Mhm. Alors, c'est assez rare, mais ça peut amener à ça. Oui. Mhm. Et dans mes lectures, j'ai vu qu'il y avait une commission parlementaire franco-allemande qui avait été créée justement sur cette question des enlèvements d'enfants. Oui, qui a empoisonné les relations diplomatiques franco-allemandes de manière incroyable, oui. Entre, je Mhm. pense, les années 90, quelque chose comme ça. Oui. Mhm. Euh, Et donc peut-être pour ouvrir sur l'avenir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour promouvoir et développer la médiation interculturelle en dehors de notre entretien que vous allez pouvoir. C'est amusant parce que en même temps, je prépare une journée de formation, une journée sur la médiation interculturelle et notamment franco-allemande, Oui, genre le 9 octobre à Montpellier. oui, Je vous ai envoyé, je pense, le lien pour s'y inscrire. Et je participe à une table ronde sur la médiation familiale internationale oui, et avec d'autres intervenants, notamment une autre médiateur qui n'est pas très positive sur la médiation familiale internationale. Et c'est aussi la question, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les pistes? Et pour moi, c'est vraiment très clair. Il faut avoir des centres de médiation avec des médiateurs formés à l'interculturel. Et c'est bien au-delà de la maîtrise de deux langues. C'est vraiment la compréhension des différences culturelles importantes. mhm, Et aussi avec un accès au droit. Pour moi, il faut les deux en même temps. Surtout dans les questions où il y a ces croyances qu'il va y avoir un enlèvement euh, juridiquement validé, parce que le juge va jamais laisser le parent français avoir des contacts avec l'enfant allemand en Allemagne. mhm. Et c'est vrai, il y a des situations où on a vu que le juge imposait aux parents de parler allemand avec l'enfant, Ah oui, mais du coup, évidemment, il n'y a pas de transmission de la langue française. oui, Donc l'enfant, il ne pourra jamais aller vivre en France, parce qu'on va toujours lui dire, mais c'est trop violent pour lui qu'on n'ait pas la langue. Mais sauf qu'on oui, impose aux parents de parler allemand en présence de l'enfant parce qu'on a des craintes sur ce qu'il pourrait dire, donc on veut pouvoir contrôler. Donc, mais c'est un cercle vraiment vicieux. Et pour moi, il mhm, faut vraiment un conseil juridique avec des personnes qui puissent être là en disant, mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas être privé de droit dans l'autre pays. On peut avoir des craintes, mais soyons raisonnables. On sait comment agir. Il suffit de vous montrer que vous êtes dans l'intérêt de l'enfant, ils vont pouvoir le percevoir. mhm. Et pour pouvoir voir comment faire des accords aussi qui soient vraiment valables juridiquement. Oui. On fait un accord de médiation, très bien, mais il faut que ce soit valable en France et en Allemagne, que ça tienne, que ce soit avec des Donc il faut pouvoirs. que ce soit homologué par les juges en France et en Allemagne. Non, pas forcément Pas homologué. forcément? Non, non, pas forcément. Mhm, Mais ça peut être homologué, mais en tout cas qu'on sache que c'est un accord qui correspond à la fois au droit français et au droit allemand. mhm. Sur les pensions alimentaires, par exemple, c'est pareil. Il y a des tableaux en Allemagne qui sont vraiment avec plein de cases, plein de catégories. En France, on a un simulateur de calcul, mais franchement, on ne sait pas. Combien Oui, gagne un parent, l'autre parent, quelles sont les dépenses, on arrive à un résultat. Il y a pas de un résultat valable. En Allemagne, on aura une méthode de calcul, on saura. Donc, il mhm. peut y avoir vraiment un conseil juridique en plus de la médiation. Le mieux, c'est des avocats Et des formés. avocats, c'est ça, les avocats probablement des deux parents? C'est que chaque parent ait un avocat, Oui. qui soit pour Mhm, lui rassurant au niveau juridique, qui soit mhm, formé à l'amiable, parce que, pareil, on connaît tous le biais de négativité. mhm. Si en 10 phrases, je vais vous dire 9 choses positives et une négative, ce qui va vous marquer le plus, c'est la chose négative. Oui, oui. Mhm, Pareil,
on peut se former à la méditation, en plein de trucs, ça restera quand même ça de manière très importante. Si on a un avocat qui n'est pas formé à l'amiable, il va entendre la chose négative et il va dire, ah, mais de toute façon, je l'ai dit. Ah non, c'est pas la peine. Avec lui, jamais. Alors que si on a un avocat qui est formé à l'amiable, il va pouvoir dire, OK, alors là, ça n'a pas marché pour le moment, peut-être, mais regardez, vous avez quand même réussi à faire ça, 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 ça. Vous êtes sur le bon chemin, continuez, surtout, vous ne laissez pas démoraliser par cet élément-là, qu'on peut contrôler en faisant, par exemple, un accord complémentaire. Mais il faut un avocat amiable et qui maîtrise le droit franco-allemand, ou le droit qui est compris dans les deux pays. Ce qui est D'accord. compliqué puisqu'il n'y a pas de droit franco-allemand en réalité. Il y a le droit français et le droit C'est le allemand. droit Il allemand. y a des règlements qui disent est-ce que là c'est le juge français et le juge allemand, est-ce que c'est le droit français ou le droit allemand? D'accord. Donc ça, ce sont des règlements européens. C'est des règlements européens, oui. Donc c'est Bruxelles Ah non, Terre, non? alors attendez, je vous montre un peu. C'est de repartager mon écran. On va voir si ça fonctionne mieux. Et alors là, ça ne marche pas sur le site que je vais montrer. Je vais essayer d'aller sur un autre navigateur. Bon, en gros, il y a des règlements pour chaque question qui peut être traitée séparément. Oui. Et pour chaque question, il peut y avoir un juge compétent et une loi applicable qui sont aussi différentes. Donc, on peut demander au juge d'appliquer le droit allemand, sauf qu'il n'en aura aucune idée. Donc, il y aura un aléa encore plus important que si c'était le juge allemand qui appliquait le juge allemand. Et oui, alors, est-ce que ça fonctionne maintenant? Sorry. Ok, bon, ça marche quand même. Je vais essayer de le montrer. Alors là, normalement, vous voyez une carte mentale. Ok, oui, tout à fait. Est-ce que j'arrive à redescendre? Non, j'arrive pas à descendre. Bon, mais là, donc, on voit pour le divorce, à chaque fois, il y a un règlement avec tous les critères. Ah oui, d'accord. Après, là, il y a la loi applicable, il y a tout un tas de critères. Ça, c'est pour les éléments du divorce. Ça, c'est obligation alimentaire, autrement dit, la pension alimentaire. La pension alimentaire, oui. La compétence, quel est le juge, la loi applicable, quelle loi va devoir appliquer le juge. Ok. Après, pour la responsabilité parentale, donc c'est la question de l'autorité parentale, du droit de visite. La compétence, on est là, différents critères. Et ensuite, la loi applicable, c'est encore d'autres choses. Et si on a un couple marié, il y a la question du régime matrimonial. Alors là, est-ce que j'arrive à réduire un peu? Non. On a la loi applicable. Voilà. Oui. Voilà. Donc, c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe. Et alors, la compétence, là, voilà. D'accord. Donc, c'est très complexe. Très complexe. Il faut avoir un avocat qui soit aussi, qui maîtrise ces questions-là et qui soit orienté amiable. D'accord. D'accord. Et pour moi, c'est vraiment. Et aussi, un autre point, quand on est sur des questions éducatives, éventuellement avoir une aide à la parentalité à disposition. Oui. Mais qui ne soit pas une aide qui ait la possibilité de taper s'il y a un problème. C'est un peu le problème de l'assistance éducative française. Parce que quand on pense qu'un enfant est en danger, c'est le juge des enfants qui est compétent, sauf que le juge des enfants va pouvoir demander à la protection judiciaire de la jeunesse de s'occuper, à des éducateurs. Mais sauf que eux, ils peuvent aussi retirer l'enfant à sa famille. Et très concrètement, moi, ce que je vois dans les dossiers que j'ai d'assistance éducative, c'est qu'ils font plutôt un diagnostic et derrière, ils vont dire il faut enlever l'enfant ou on peut le laisser. Mais ils interviennent relativement peu dans l'aide à la parentalité des parents. Donc, il n'y a pas d'accompagnement. C'est ça. Ils peuvent aider l'enfant vraiment à mieux comprendre, à prendre un peu de distance, mais les parents, pour les aider à être de meilleurs parents, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué d'avoir cette relation de confiance avec le parent parce qu'ils ont la possibilité de dire au juge enlever l'enfant du parent. Donc, bien sûr, la confiance est difficile à installer. L'impression de bienveillance n'est pas toujours là. Aussi parce qu'on a beaucoup trop d'éducateurs, que les éducateurs sont surchargés, qu'ils arrivent parfois en étant à bout de nerfs, donc ils ne sont pas non plus en capacité émotionnelle d'être dans cette bienveillance-là. Mais pour moi, il faut vraiment des possibilités de médiation internationale avec des médiateurs formés à l'interculturalité et polyglottes, avec des avocats ressources
amiable et formé au droit, donc si on est en de la famille internationale, Mhm. et des aides psychologiques éventuellement, et aide à la parentalité. Et tout ça en même temps. D'accord. Donc, ça fait beaucoup de choses à développer, C'est ça, finalement. c'est ça. Oui, Moi, oui, j'aimerais oui. bien faire un centre de médiation franco-allemand qui comprenne tous ces pôles-là, qui ait toutes Oui, ces ressources à disposition et que, encore une fois, ce soit vraiment des ressources à disposition et pas des quelque chose, si vous ne faites pas, vous avez une menace immédiate. mhm. Oui, oui. Que c'est aussi ce qui arrive avec le Jugendamt allemand, où on a l'impression que, en principe, ils sont là pour être une ressource à disposition des parents, pour les aider à être de bons parents, sauf qu'on sait qu'ils font un rapport et que le juge va suivre 95% ce que le Jugendamt aura dit. Oui, oui. Donc, c'est plutôt un coup près, un peu pour les parents. Mhm. Mhm. Est-ce que je peux vous poser une dernière question? J'essayais tout à l'heure de parler une médiation qui pourrait avoir lieu de façon préventive auprès de couples interculturels pour justement euh, peut-être au début de leur relation ou de leur parentalité pour Mhm. éviter tous ces malentendus culturels. Est-ce que vous pensez que c'est une piste à explorer? Oui, oui. Non, non, si, si, bien sûr. Moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, on vient plutôt de me consulter pour les questions juridiques, mais dans mon conseil juridique, il y a toujours du conseil aussi voilà, interculturel, interrelationnel et attention, si vous allez devant un juge, vous ne savez jamais ce qu'il va décider. Donc, voyez et éventuellement faites une médiation. Moi, c'est un conseil que je donne quasiment toujours dans mes dossiers, c'est voyez pour faire une médiation avant de saisir un juge. Et surtout, Mhm. ne donnez pas le pouvoir à un tiers de décider sur votre vie, sur votre relation avec vos enfants. C'est tellement important comme décision. Oui. Le juge, il ne connaît pas votre situation pratique. Il ne connaît Mhm. pas tout ça. Il ne pourra jamais mieux décider que vous-même. Donc, évidemment, faites des médiations. Donc, moi, je le propose vraiment tout le temps. Je ne sais pas si on peut considérer que c'est déjà du préventif, que c'est encore du préventif ou pas. Oui. Euh, Moi, ce que j'ai aussi parfois, c'est vraiment des personnes qui viennent me voir au moment où elles veulent se marier Voilà. et elles veulent avoir des informations sur comment ça se passe. Mhm. Et où là, on peut effectivement faire une médiation. Alors, la plupart du temps, ça part plutôt sur les questions patrimoniales, Oui. contrat de mariage, pas de contrat de mariage, mais aussi vraiment qu'est-ce qui se passe si j'ai un enfant. Mhm. Euh, j'ai eu des questions de mamans, enfin de futures mamans qui étaient enceintes et qui me demandaient est-ce qu'il vaut mieux que j'aille aller accoucher en France ou en Allemagne pour que, alors là, en l'occurrence, pour que le papa ne puisse avoir le moins de droits sur mon enfant. Ah oui. Ça, Ah c'était, oui. ouais, j'ai Ah vu ça oui. en Mhm. question, ouais. C'était avant le confinement, je ne sais pas si j'y répondrais encore comme ça, mais bon, après, j'y réponds toujours en disant Oui, bien voyez, sûr. pour laisser une place à l'autre parent et exprimer vos besoins, faites une médiation. Mais, Oui. Donc, donc donc, oui, préventif, oui. mhm. Euh, Ça, c'est pareil. En fait, pour moi, ce serait dans le cadre d'aide à la parentalité. Et je Voilà. sais qu'il y a des médiations qui soient toujours proposées dans l'aide à la parentalité, pour que Mhm. chaque parent puisse exprimer ce qu'il a. Oui. Ah oui. Pareil, là, je pense à un autre dossier dans lequel j'ai eu une consultation. Les parents ont un enfant de 18 mois que le papa n'a pas vu depuis un bout de temps. Et je disais au papa, mais vous savez, votre fille a 18 mois, ça veut dire qu'elle va bientôt entrer dans la phase d'opposition. Mhm. En allemand, c'est Trotzphase, mais c'est pareil, c'est la même chose. Concrètement, ça veut dire que elle va dire non à beaucoup de choses et elle va faire des crises, etc. Et ça, quand on est parent, même quand on est à deux, on peut se sentir rejeté et ça peut être difficile à vivre. Quand on est parent seul, qu'on est en plus exténué, Oui. votre coparent risque d'avoir vraiment besoin de soutien. Mais Mhm. ça, c'est vrai que voilà, dans l'aide à la parentalité, la médiation, pour moi, c'est essentiel. Mhm. Mhm. Oui. Donc ça, c'est vraiment une piste qui me semble très intéressante aussi à développer pour l'avenir. Mhm. Ah bah oui, 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 clairement. Parce que en plus, une personne exténuée, c'est sûr que dans son couple, elle va être plus difficile à vivre. Bien Mhm. sûr. Bien sûr. Bien sûr. Donc, Oui. on peut éviter des séparations et des clashs et des incompréhensions énormes en aidant les parents à être des parents plus sereins et Mhm. qui arrivent à communiquer entre coparents sur notamment comment faire avec les enfants. Oui. Mm. Donc, si je vous entends bien, il y a de multiples compétences finalement à avoir dans ce type de médiation familiale interculturelle, hein, à la fois des compétences juridiques,
des compétences psychologiques. Alors oui, mais pas tout dans la même personne. Mhm. Moi, D'accord. c'est vraiment le sens, pour moi, tout le monde a sa bonne place et Oui, son juste rôle à assumer. C'est pas au médiateur d'être à la fois psychologue, juriste, éducateur et expert en communication. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Et ça d'accord. va pas être tout au même moment. Mais pour moi, vraiment, un centre qui regrouperait chacune de ces Toutes ces personnes-là, qui pourrait compétences. avoir un rôle à un moment différent, c'est ce qu'il faudrait. Mais encore une fois, c'est pas au médiateur d'aller informer enfin, les clients, ou les parties, les médias, sur Mhm, le droit franco-allemand. mhm. Non, c'est pas son rôle. Bien sûr, C'est bien pas son sûr, rôle. bien sûr. C'est pas non plus à lui de dire, je pense que quand votre fille se met par terre parce qu'elle veut avoir un bonbon dans le supermarché, vous devriez faire ça, ça, c'est ça. Non, non. Bien sûr, bien sûr. Mhm. Mais peut-être, par contre, pouvoir dire, OK, mais vous êtes dépassé dans des situations où vous savez pas comment faire avec votre fille, allez voir des personnes qui peuvent vous donner des outils dans Mhm, l'éducation. mhm. Donc, avoir quand même disons, une sensibilisation des médiateurs à tous ces aspects pour que justement ils puissent penser euh, à inviter les avocats formés à la conciliation, inviter des psychologues, des aides à la parentalité. Alors pour moi, ce ne serait pas les invités en médiation. Ce serait pour les avocats, oui, que les avocats soient présents lors des rencontres de médiation, oui, pour qu'ils comprennent vraiment aussi pourquoi leurs clients demandent ça, ce que ça représente pour eux, et Mhm, pourquoi ils bougent éventuellement. Pourquoi à la base, ils ont dit, mais non, je veux absolument que mon enfant vive chez moi, et pourquoi après la rencontre de médiation, ils seront peut-être OK pour dire, ben non, ça me va qu'il soit chez elle, et que je vois ta, 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 ta. Mais il faut que l'avocat puisse comprendre le changement de position. mhm. L'avocat, oui, présent en médiation. Par contre, l'aide en coaching parental ou autre, lui, il n'aurait pas besoin d'être présent en médiation. En revanche, les Oui, parents devraient pouvoir le consulter y par avoir ailleurs. accès. Mhm, Voilà. Et pareil pour le psychologue. mhm. Euh, Si on est dans l'hypothèse où il y a eu un enlèvement international d'enfants, Oui, déplacement illicite, il y a un traumatisme extrêmement important parce qu'il y a un des parents qui peut avoir eu la peur de ne plus jamais revoir son enfant. oui. Enfin, c'est énorme Mhm. comme peur. Enfin, et ça, C'est- c'est bien s'il peut y avoir quelqu'un qui est formé à l'écoute, vraiment psychologue, qui va être là juste pour cette personne-là, qui a sans doute d'autres raisons d'avoir peur. Et voilà, on a tous nos blessures du passé, voire Bien. transgénérationnelles, donc ce sera encore un autre débat. Mais en tout cas, qui peut être là pour que la personne puisse dépasser au mieux la situation qu'elle vit. Mhm, mhm. Et qui sera liée en partie à la situation et en partie à d'autres choses qu'elle aura vécues avant et qui pourra créer des failles. Bien sûr. Bon. Mhm. Écoutez, je vous remercie infiniment. Pardon, je ne sais pas si c'est ce que vous aviez en Oui, tête. absolument, absolument. Vous avez répondu à toutes mes questions et c'était exactement ce que j'avais en tête. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup. Ça va beaucoup nous aider. Ça va tout à fait dans le sens de ce que je visualisais déjà un petit peu, mais c'est encore Mais beaucoup plus après, il y clair. a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est la question financière. Parce que C'est- c'est là que le bas blesse. C'est dire, mais super, il faut des gens compétents en droit, en médiation, en psychologie, en accompagnement parental. OK, tout ça pour la même personne qui paye. C'est toujours la question. Et Oui. alors, pour moi, vraiment, il devrait y avoir des aides financières de l'État, voire de l'Union européenne, Mhm. parce que c'est quelque chose qui, voilà, d'une part, pollue complètement les relations diplomatiques. On l'a évoqué entre la France et l'Allemagne, c'était vraiment un très gros problème. Et puis qui crée derrière des situations extrêmement tendues. Enfin, c'est encore une autre chose, mais pour moi, je suis vraiment pour la médiation scolaire. Dès le début, apprendre aux enfants à gérer leurs émotions et leurs besoins et à pouvoir identifier pourquoi à un moment ils ont été très énervés contre l'autre personne, quelle réponse y attribuer, pour que derrière, ça gérer les choses. Il y aurait beaucoup moins de délinquance, beaucoup moins de violence, beaucoup moins de choses. Et pour moi, Mhm. c'est vraiment aussi à l'État de prendre une part de ça, Mhm. mais pas qu'à l'État. C'est aussi aux gens de se dire, mais oui, je suis prêt à payer pour ça et reconnaître vraiment les compétences qu'il y a derrière. Mhm. Je suis toujours un peu étonnée quand on voit les gens qui disent, mais attendez, payer un médiateur, je ne comprends pas trop quand même. Mais Ouais. pourquoi ils sont prêts à payer leur avocat pour faire la guerre et pas prêts à payer un avocat et un médiateur pour faire la paix? Ouais. Le service rendu est
tellement énorme pour leur oui, permettre, eux, de devenir maîtres de leur vie et de leur parentalité et de sortir grandis, gagnants. Et je pense qu'il y a un vrai travail vraiment d'éducation des gens aussi là-dessus, sur oui, ça coûte, oui. mais parce que ça vaut beaucoup. Mhm. Et oui, il faut débourser cet argent-là. Alors, peut-être effectivement, les 4 à la fois, ça peut représenter beaucoup, mais il peut y Oui, avoir une prise en charge de financement public. oui. Il faut aussi que les gens soient prêts à payer une partie de ça. Mhm. Aussi parce que je pense que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur et que les gens peuvent se dire un peu: «Oh». Oui, Donc, oui, oui. les associations de médiation intégralement à la charge de l'État, moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne pense pas que ce soit rendre service aux gens forcément. Mhm. Les barèmes CAF où même les gens qui gagnent vraiment confortablement leur vie payent 100 euros, non, moi, je ne vois pas pourquoi. Oui. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Ce qui, oui, un service doit être payé, doit être rémunéré, c'est certain. Il y a une compétence importante derrière. Le service rendu est incroyable. Mhm. Voilà. Mais je pense que c'est aussi notre rôle, nous, de médiateurs, de communiquer sur ça et de ne pas se rabaisser. Oui, oui. J'ai plein d'idées qui me viennent en tête, mais c'est peut-être un peu Ah, trop n- politique et polémique. Alors, je pense c'est que à si vous de les voir, mais moi, médiateurs ça étaient plus, m'intéresse, hein. Moi, ça m'intéresse. je pense que si les médiateurs étaient plus souvent des femmes, eh ben, il y aurait peut-être une meilleure rémunération de la médiation et que je pense que c'est nous, femmes, qui avons aussi du mal à vendre nos services à la hauteur de leur valeur et que on a un peu tendance à toujours sous-valoriser ce qu'on fait. Ah oui, Et que pour je les suis. médiations commerciales dans lesquelles il y a plus d'hommes, là, il y a moins de difficultés pour payer et il y a plus d'argent. Mhm. Mhm. Et ça va dans les deux sens, je pense. Mm. Malheureusement, c'est-à-dire nous, les femmes, nous nous sous-estimons de façon générale et donc nous Mhm. avons moins de Sous-valorisé. facilité à demander cette rémunération, mais aussi ceux qui sont en face de nous euh, ont moins confiance en une femme qu'en un homme. Et on légitime ça en demandant pas grand-chose. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, ça, on s'écarte un peu. Donc il y a du travail aussi sur nous-mêmes à faire. Mhm. Oui, je Mhm, pense. mhm. Et je vous remercie d'avoir abordé cette question du financement parce que c'est vrai que c'est une question importante et qui est finalement peu traitée dans tous C'est peu les. traité, mais le premier pouvoir politique, social, économique d'une personne, c'est son pouvoir d'achat. C'est pas le pouvoir de vote une fois par 5 ans. Mm, On vote mm, pour des promesses, c'est ce qui en est fait derrière. Bon, ben, peut-être une partie des promesses et puis beaucoup qui n'aura pas été vu aussi parce que parfois on peut pas prévoir ce qui va se passer. Donc évidemment, voilà, il va y avoir des changements de route. Mais chaque jour, en ouvrant notre porte-monnaie ou en passant notre carte bleue, on a un vrai pouvoir et c'est à nous de voir en quoi on veut mettre ce pouvoir. Est-ce qu'on veut mettre un pouvoir dans quelque chose qui nous parle, qui a des valeurs, qui nous correspond, ou est-ce que pas? C'est oui, aussi un choix citoyen. bien sûr, Moi, je bien sûr. choisis maintenant de vivre vraiment en accord avec mes valeurs et de conscientiser aussi mon acte d'achat Mhm, et de conscientiser mon acte de vente de prestation. Et je vends de la prestation de médiation et de conseil comme avocat aussi à Vignal et ça a de la valeur. Donc, je demande de l'argent pour ça. mhm, bien sûr, bien sûr. Et effectivement, en outre, une procédure judiciaire, ça peut être beaucoup plus onéreux finalement qu'une Ah, mais médiation. incroyablement. Ça a sonné, j'ai mon prochain rendez-vous qui arrive. Et Oui, juste pour terminer là-dessus, effectivement, moi là, j'ai une réunion de médiation. Enfin, c'est un peu un lapsus, mais réunion entre avocats que j'ai un peu gérée comme une médiation par certains outils. En 3 heures, on a réglé la question, c'était un divorce franco-allemand, donc de la pension alimentaire, de la prestation compensatoire, de la liquidation du régime matrimonial et de la péréquation des droits à retraite. Parce qu'en Allemagne, on partage les droits à retraite acquis pendant la durée du mariage. Ces 3 points-là, ou même ces 4 points-là, c'est 4 juges potentiellement différents. voilà. Quand on fait le divorce, il y a quand même la pension alimentaire. Donc en France, ça aurait été 3 juges différents, Oui. vraiment, et à Mhm. saisir à des moments différents. Sur ces 3 juges, il aurait pu y avoir des appels possibles. Et on parlait de centaines de milliers d'euros dans le dossier. Mais si là, on se bat sur ça, on est largement dans les 5 ans. Si on se bat, enfin,
En Bien France, sûr. en plus, la liquidation de régime matrimonial, c'est imprescriptible. Donc, on peut encore être Donc, dans ça 20 peut ans à se durer. voir sur Oui. à qui appartient la maison et combien il me doit pour le fait que j'ai remboursé en partie le crédit. On Mhm. peut être vraiment 20 ans dessus. Et les frais d'avocat sur 20 ans de procédure, 20 000 euros sans problème. Oui, oui, bien sûr. Sans Bien problème. sûr. Bien sûr. Ouais. Je pense que c'est aussi un bon argument à faire valoir Bah oui, bien pour, sûr. pour vendre nos services de médiateurs. En tout cas, je Absolument. vous remercie infiniment. Mais C'était vraiment exactement ce que j'attendais. J'ai eu c'est gentil, tout Ravi. ce que je voulais. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup. Mais de rien. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à vous aussi. Mais de Au rien. revoir.